référendum constitutionnel, le gouvernement fixe la date du 18 juin prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui en début de matinée sur l'ERTM par le ministre d'État. Dans le décret lu par le colonel Abdoulaye Maïga, la campagne débute le 2 juin pour prendre fin le 16 juin. Plus de détails en début d'édition. Les sages-femmes à l'honneur ce soir dans ce 20h, nous les célébrons aujourd'hui à travers le monde. À l'occasion de leur journée internationale, le Mali a fait le choix du thème cette année de nous engager à éliminer les causes évitables des décès maternels et néonatals. Sorona Kamisoko nous fera le point. Libération des domaines publics routiers, la Naser en fait une priorité. Elle vient d'entamer une opération de prospection au cours de laquelle les populations sont sensibilisées sur la nécessité de libérer les voies publiques au grand bonheur et sécurité des usagers de la route. CAN des moins de 23 ans, le Mali est dans le groupe B aux côtés de l'Égypte, du Gabon et du Niger. Si les deux premiers sont des poids lourds, le dernier est un néophyte dans l'arène. En tous les cas, la bataille s'annonce rude pour les qualifications aux Jeux Olympiques de Paris 2024, nous prévient Siragatou Sissé, que l'on retrouvera en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 5 mai 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen de points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte. Ibrahima Traoré sur ce plateau pour la lecture du communiqué. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Nina. Et c'est à vous. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires à l'effet de se prononcer sur le projet de constitution. Les membres des forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le dimanche 11 juin 2023. La campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel est ouverte le vendredi 2 juin 2023 à 0h. Elle est close le vendredi 16 juin 2023 à minuit. Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question « Approuvez-vous le projet de constitution ?» Le bulletin de vote de couleur blanche correspond au oui et le bulletin de vote de couleur rouge au non. Le projet de constitution soumis au référendum est initié dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Il a été élaboré de façon participative avec les représentants de toutes les forces vives de la nation. Le projet de décret est adopté conformément aux dispositions de la loi électorale qui prévoit la convocation des électeurs par décret en Conseil des ministres et sa publication au moins un mois avant le scrutin. Nyanya Traoré. Merci Ibrahima Traoré. Oui, aujourd'hui, en début de matinée, le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, était sur les antennes de l'ERTM. Le colonel Abdoulaye Maïga annonçait la tenue prochaine du référendum constitutionnel. Dans le décret lu, le gouvernement fixe la date du 18 juin prochain avec la campagne qui débute le 2 juin pour prendre fin le 16 juin. Écoutons le porte-parole. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du décret numéro 2023-0276/PTRM du 5 mai 2023 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 modifiée portant loi électorale, vu le décret numéro 2021-0361
PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination d'un ministre d'État, vu le décret numéro 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021, modifié portant nomination des membres du gouvernement statuant en Conseil des ministres. Décrète. Article 1er. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Toutefois, les membres des forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le dimanche 11 juin 2023, conformément à la loi électorale. Article 2. Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question suivante. Je cite: approuvez-vous le projet de constitution? Fin de citation. Article 3. Le bulletin de vote de couleur blanche correspond au oui et le bulletin de couleur rouge au non. Article 4. La campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel est ouverte le vendredi 2 juin 2023 à 0 heure. Elle est close le vendredi 16 juin 2023 à minuit. Article 5. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 5 mai 2023, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Merci de votre très aimable attention. Et pour plus de détails, suivons cet entretien animé par Salimata Dao qui recevait le ministre d'État sur son plateau ce matin. Le porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïga, répond à ces questions pour plus de compréhension et de précision. Je voudrais ici rappeler la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est celle de mener évidemment de retourner à l'ordre constitutionnel, avant ce retour, de mener des réformes politiques et institutionnelles prioritaires. Et cette vision prend en compte les aspirations profondes de notre peuple, aspirations exprimées lors des assises nationales de la refondation. Il vous souviendra qu'initialement, le référendum était prévu pour le 19 mars 2023, et nous l'avons annoncé, et qu'il y aurait un léger report. Donc la nouvelle date du 18 juin 2023 qui vient d'être donnée prend en compte un certain nombre de réformes qui ont été menées, des dispositions prioritaires qui ont été prises entre le mois de mars et jusqu'à présent. Évidemment, cette nouvelle date traduit à la fois le respect de la parole donnée. Je crois que c'est très important, surtout dans notre culture. Également, l'engagement du chef de l'État à respecter les recommandations des assises nationales de la refondation. À titre de rappel, l'adoption d'une nouvelle constitution fait partie justement de ces recommandations exprimées par notre peuple lors de cet important forum. Ensuite, je voudrais également préciser que l'application du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles, conformément aux instructions du chef de l'État, obéit à un principe clé, c'est la recherche constante d'un équilibre entre, d'une part, l'inclusivité et le consensus, et d'autre part, le respect
le respect des délais, donc le temps imparti à cette transition. Aujourd'hui, à la fois, le projet de constitution et l'organisation du référendum résultent justement de ce principe-là. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que toutes les dispositions sont prises pour la tenue de ce référendum qui se tiendra le 18 juin prochain? Que le chef de l'État a donné des instructions très fermes à tous les membres du gouvernement d'appuyer l'EJ dans tous les domaines, aussi bien les aspects sécuritaires, les aspects économiques et financiers et les aspects logistiques. Alors, nous sommes à un mois, quelques jours de ce référendum. Il est important de rappeler le sens que ce référendum a pour notre pays. À mon humble avis, ce qu'il faudrait garder à l'espoir, c'est cette phrase prononcée par le chef de l'État lors de la cérémonie de remise du projet de constitution, après l'étape de finalisation. Finalisation à laquelle toutes les forces composantes de notre pays ont participé. Je pense qu'il a très clairement dit qu'il s'agit d'un espoir. L'espoir, en tout cas, pour le peuple malien, d'asseoir et de raffermir notre démocratie. C'est cette phrase que je retiens. C'est d'autant plus important pour nous que c'est depuis 2012, le Mali fait face à une crise multidimensionnelle, je dirais, que je qualifierais d'existentielle. Dans les moments sombres, je voudrais juste rappeler quelques épisodes traumatisants. C'est la perte de 55% de notre territoire national et bien entendu toutes les victimes de ce drame depuis 2012 à nos jours. Donc il est très important honnêtement qu'on se retrouve et que nous tentons de donner un nouvel élan à notre pays et que le Marikura soit une réalité. Je voudrais ici, au nom de nos plus hautes autorités, au nom de tout le gouvernement, remercier toutes les personnes de bonne volonté qui se sont investies et qui s'investissent tous les jours à vulgariser ce projet de constitution afin que les Maliens se l'approprient. Et je voudrais aussi préciser que très bientôt, cet effort sera renforcé grâce à l'action de la commission de vulgarisation gouvernementale de la Constitution, afin que justement les Maliens puissent se l'approprier. Mais il est également important que tous les Maliens gardent à l'esprit toutes les victimes de l'insécurité dans notre pays. Il est important que nous honorions leur mémoire. Et il est important également que le référendum soit teinté de paix, de sérénité et de tranquillité. Nous n'avons pas le luxe de nous diviser davantage. Je pense que c'est un moment, en tout cas c'est une occasion que nous avons de renforcer la cohésion nationale. Voilà, et à la suite de cette annonce, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris avec satisfaction la convocation du Collège électoral de la République du Mali le 18 juin 2023 pour la tenue du référendum constitutionnel à l'effet d'adopter la nouvelle constitution de la République du Mali. La Commission de la CEDEAO félicite le gouvernement de la transition pour cette décision qui marque une étape importante dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. La commission de la CEDEAO réitère sa disponibilité à accompagner le gouvernement de la transition tout au long du processus de transition vers un retour à l'ordre constitutionnel. Vulgariser, le ministre d'État vient de le dire, le mot fait son petit bout de chemin. Vulgarisation donc et appropriation du projet de la nouvelle constitution à travers le pays. Le vivier d'expertise féminin en prévention et gestion de conflits échange avec des représentants d'une trentaine d'organisations de jeunes. Awad Makoulibaly, Julie Traoré nous en parle. La constitution, ça c'est le peuple. Ça n'appartient à personne d'autre que le peuple. Et donc, il faut que vous en appropriez. Cette appropriation ne sera effective qu'après une connaissance accrue du contenu de ce document. J'ai aimé la présentation des propriétés du président et du ministre et même des députés. Ça nécessite réellement une motivation de l'ensemble des Maliens. Et il faut que les Maliens comprennent également que le changement a un prix. J'ai retenu surtout l'article 3 qui parle de la lutte contre le trafic d'enfants. Et puis, si un député fait des fautes, s'il est condamné de 1 mois à 1 an, donc il peut être déchu de ses fonctions.
J'ai vu que dans l'ancienne constitution, c'est l'article 15 qui défendait un peu l'environnement et tout. Et cette fois-ci, on a vu que ça a été scindé en deux, entre l'article 22 et l'article 25. Ils ont voulu mettre l'accent sur le côté droit et le côté devoir. Entretenus par des experts, ils sont ainsi invités à être des relais auprès des leurs. C'est le but recherché à travers cette rencontre d'échange suivie de débats. Nous avons initié cet atelier afin qu'il puisse y avoir une démystification par rapport à ce qui constitue aujourd'hui notre nouvelle constitution s'il est adopté. C'est pour faire des relais d'information, des relais de communication. Connaître et comprendre le contenu du projet de la constitution de son pays est un droit, mais également un devoir pour tout citoyen. Cela pour le maintien de l'équilibre de la société. Direction la région de Kita avec le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara a procédé à la pose de la première pierre du camp militaire de la région dans la commune de Benkadifonia. Le futur camp qui sera bâti sur une superficie de 500 hectares devra permettre de relever le défi de la sécurisation de la partie ouest du pays et surtout la boucle du Baoulé d'après nos envoyés spéciaux à Kita, Adama Camara et Abdoulaye Sako. Un geste symbolique qui donne de l'espoir et rassure toute une région, j'allais dire tout un peuple. Dans 12 mois, cet espace à perte de vue sera transformé en un camp militaire. Il sera construit sur une superficie de 500 hectares et abritera le 35e régiment d'infanterie motorisée. Et naturellement, les populations de Kita, avec à leur tête le gouverneur, ont eu les mots justes pour remercier le chef suprême des armées dont le souci est la sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette grande décision que viennent de prendre les plus hautes autorités du pays pour réaliser un camp militaire dans la région de Kita vient à point nommé, compte tenu de la détérioration de la situation sécuritaire que connaît notre circonscription depuis un certain temps. La réalisation de cette infrastructure contribuera, nous n'en doutons guère, à la prise en charge des défis et des enjeux sécuritaires, qui sont nombreux, mais également au développement socio-économique, voire culturel de notre région. Ce futur camp de l'armée de terre couvrira la partie ouest du pays. Il sera doté d'infrastructures et d'équipements de dernière génération. Cette caserne doit permettre aux FAMA de faire face à la sempiternelle question du terrorisme. La construction de ce camp militaire participe au renforcement des capacités opérationnelles en matière de défense et de sécurité de la région de Kita. Ainsi, les forces qui seront stationnées dans l'enceinte de ce camp pourront rayonner au-delà de la région, dans la boucle du Baoulé, ni reconnus criminogènes, pour neutraliser les forces obscurantistes et rendre par la même occasion l'environnement sécurisé permettant la libre entreprise des activités de développement local. Ce camp abritera un régiment d'infanterie motorisée composé de 5 unités dont 4 compagnies d'infanterie et une compagnie de commandement logistique. Le dit régiment sera placé sous le commandement de la 3e région militaire. Et quand le peuple est en phase avec son armée, les autorités sont réconfortées dans leur initiative visant à assurer la quiétude. Malgré l'adversité, malgré les pressions, le président de la transition est resté fidèle à sa vision, fidèle à la volonté du peuple malien de voir les forces de défense et de sécurité d'assurer leur mission régalienne de manière autonome. Cette vision se concrétise tous les jours par 3 actions, à savoir l'acquisition de moyens sophistiqués, la formation et l'entraînement et l'amélioration des conditions de vie du personnel. Vous venez, c'était il y a 2 mois, aujourd'hui c'est autour de Kita et demain ça serait d'autres localités. Je voudrais dire qu'un centimètre carré du territoire national ne sera négligé. Avant de procéder à la pose de la première pierre du camp,
le responsable du département de la Défense a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de la ville de Kita. Celles-ci ont réaffirmé leur soutien pour la réussite de la transition. Un mot de la journée dédiée au sport en général, en particulier au sport militaire. Cet événement annuel a pour but de cultiver la cohésion entre les porteurs d'uniformes. La journée a porté sur toutes les disciplines sportives, nous dit Adama Traoré. Avant toute activité, l'honneur est fait au drapeau. La journée du sport édition 2023 est placée sous les signes de la cohésion. Cette cohésion a pour dénominateur commun les hommes en uniforme. La journée a regroupé toutes les disciplines sportives, le football classique, le football militaire, le basketball, le handball, le volleyball, la lutte traditionnelle, l'athlétisme et la marche. Le sport étant le fondement des armées, par excellence, il procure aux militaires une bonne coordination motrice, développe son réflexe et lui assure une bonne hygiène de vie, toutes choses dont il a besoin pour l'accomplissement de sa mission de défense nationale. Cette activité parrainée par la protection civile a pour but d'améliorer les capacités physiques de nos voyants militaires et paramilitaires. Il convient de rappeler que l'instauration de cette journée traduit éloquemment la volonté de la haute hiérarchie militaire de renforcer la cohésion, le professionnalisme et l'esprit d'équipe et de sacrifice, véritable levier de la montée en puissance des forces armées et de défense. Qu'il me soit donc permis d'admirer la vision clairvoyante des plus hautes autorités visant à ériger le sport en support majeur de cette nouvelle mue de notre vaillante armée. Ce cadre exceptionnel est un moment qui permet à tout le monde de s'y retrouver car le sport est un facteur de rassemblement. Pour ce faire, les responsables militaires n'ont pas manqué à l'appel. La traditionnelle journée de sport et de cohésion des forces de défense et de sécurité est désormais un événement incontournable pour nous, militaires. C'est un symbole fort de notre volonté commune de marcher ensemble sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Cet engagement sous la dynamique de la direction du sport militaire s'est achevé par un festin. Vivement la prochaine édition en 2024. Merci Adama. Nous allons bien sûr parler du sport à la fin de cette édition avec la CAN des moins de 23 ans. Le chef d'état-major de la garde nationale dans les localités de Menaka, Gossi et Tahaka pour le colonel Famouké Kamara. L'objectif était de s'enquérir des conditions de travail, recenser les besoins et les difficultés afin d'apporter des solutions. Le reportage est de la DIRPA avec la voix de Aliou Idrissa Maïga. Après sa prise de fonction à la tête de la garde nationale, le tout nouveau chef d'état-major, colonel Famouké Kamara, est allé au contact des hommes à Menaka, Gossi et Ntahaka pour s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Cette étape a été très importante dans la mesure où il a pu échanger avec les hommes de vive voix, voir ce qu'il peut apporter aux hommes. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas un chef militaire qui rend visite aux hommes comme ça. Nous sommes heureux de recevoir la visite de notre CM. Il a rendu visite au niveau du 4e unité Mahalis de Gossi. Ça, c'est quelque chose qui remonte le moral des troupes. Au cours de cette visite, le CM Garde a eu des échanges avec les différents chefs militaires. Dans toutes les localités sillonnées, il a recommandé aux hommes de redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des populations. Il a rendu une visite de courtoisie au gouverneur. On a pris un repas de corps ensemble. J'étais très réconforté. Mes hommes aussi ont été très réconfortés. Ils sont prêts à se sacrifier pour libérer notre pays. Le passage du chef d'état-major de la garde a été une occasion pour le nouveau commandant de la région garde de Gao de donner des explications sur le rôle d'une région garde. La région garde de Gao, ça va couvrir
la région administrative de Gao, Menaka et Kidal pour le moment. Cette région garde va permettre d'abord de rehausser le niveau de commandement au niveau de la garde nationale dans la région de Gao, également de contribuer beaucoup plus aux missions opérationnelles, à l'amélioration de la sécurité et à la protection des personnes et de leurs biens. Dans toutes les zones visitées par le CM Garde, le moral des hommes est au beau fixe. C'est le cas de ces militaires à Antahaka qui, en plus de leur mission régalienne, fabriquent du pain tous les jours pour leur propre consommation. Autre grand titre de ce journal, partons à présent à la rencontre de celles qui veillent au chevet de la parturiente. Elles soutiennent ce moment ultime qui donne la vie. Elles, ce sont les sages-femmes. Elles sont à l'honneur. Ce soir, dans ce 20h, nous les célébrons aujourd'hui à l'occasion de leur journée internationale. Le Mali a fait le choix du thème cette année de nous engager à éliminer les causes évitables des décès maternels et néonatals. Sorana Kamisoko nous fait le point. La journée internationale de la sage-femme qui est célébrée le 5 mai de chaque année donne l'occasion de rendre hommage aux porteuses de blouses roses pour leur travail et de promouvoir la sensibilisation aux soins essentiels qu'elles offrent aux mères et aux nouveau-nés. C'est également une tribune bien indiquée pour débattre des préoccupations de la profession. Le Bureau national de l'ACM est heureux de constater que les comportements inappropriés de certains de nos collègues ainsi que les déviations professionnelles de certaines d'entre elles, signalées ça et là, les années précédentes ont beaucoup baissé d'intensité grâce aux multiples missions de sensibilisation. L'ACM connaît aussi un certain nombre de difficultés. Le taux de couverture du pays par les sages-femmes demeure faible. L'épineux problème de répartition géographique des sages-femmes entre le milieu urbain et le milieu rural et le manque de personnel qualifié dans certaines parties du Mali demeure une réalité. Le thème national de la présente édition est « Engageons-nous à éliminer les causes évitables de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile ». Un thème qui fait ressortir le rôle combien important de ces blouses roses dans le système sanitaire national, d'où l'engagement des partenaires du Mali. Si on regarde au niveau du ratio que les collègues de l'OMS disent de professionnels de santé par 10 000 habitants, on devrait être à 23. Au Mali, on est à 2. C'est-à-dire qu'on est à seulement 10%. Au regard de tous ces défis, le Fonds des Nations Unies pour la population, ensemble avec ses partenaires, on vient de boucler et on va annoncer sous le leadership du ministère de la Santé un programme de 3,4 milliards sur 2 ans pour la mise en place de 200 sages-femmes additionnelles au niveau national qui vont s'ajouter aux 330 sages-femmes. Je rends un hommage mérité à toutes les sages-femmes du Mali pour leur engagement, leur esprit de sacrifice pour la mère, le nouveau-né et la famille, et salue par la même occasion la bonne coopération entre mon département et l'Association des sages-femmes du Mali. Je les invite à redoubler d'efforts, surtout en matière d'accueil, d'empathie à l'égard de leurs sœurs et filles qui ont besoin de leur accompagnement. Concernant les difficultés et autres points soulevés par Madame la Présidente de l'Association des sages-femmes du Mali, des concertations seront engagées en vue de trouver des solutions idoines. Au cours de la journée, un hommage a été rendu à certaines sages-femmes qui se sont distinguées par le travail bien fait et surtout le respect des règles de la profession. Et ce 5 mai 2023, le point Covid est le suivant. Sur 55 tests réalisés, 0 cas positif, 2 guéris, 0 décès et personne n'est en traitement. Voilà, c'est ça. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sur un tout autre sujet, suivons à présent les responsables de l'ANASER. Ce soir, la libération des domaines publics routiers est une véritable priorité pour la structure. Elle vient d'entamer une opération de prospection au cours de laquelle les populations sont sensibilisées sur la nécessité de libérer les voies publiques au grand bonheur et sécurité des usagers de la route. Agibou Koulibaly, Barakou Maïka.
Cette opération de prospection de l'ANASER a un seul objectif, informer les riverains sur les inconvénients de l'occupation anarchique des voies publiques routières. Une initiative appréciée par les populations car elle permettra de minimiser les accidents de la route. Cette voiture est à réparer. Elle est garée et une partie se trouve sur la route. Mais nous attendons les propriétaires de la voiture. Nous l'avions dit, mais toujours pas de réponse. Cette sensibilisation de l'ANASER est à saluer. Effectivement, l'emprise du goudron ne fait pas partie des garages, ne fait pas partie des ateliers. On l'a dit plusieurs fois et donc nous soutenons cette action. Donc nous demandons à tous les artisans concernés par cette action, qui sont sur la voie publique, de libérer l'emprise des routes. Une chose est de dire aux artisans de libérer les voies, une autre chose est de dire aux plus hautes autorités de trouver les espaces pour les artisans pour recaser. Les autorités communales apprécient cette opération à sa juste valeur. Je remercie l'initiative de l'ANASER et encore demander plus de compréhension à la population parce qu'il ne sert à rien à occuper de façon illicite les voies publiques, sinon les voies adjacentes au marché. Par exemple, je prends un exemple sur le marché de Wolofopougou, où c'est un casse-tête. En cas de dérapage, on ne pourra pas compter même les morts. Nous avons estimé qu'il était nécessaire de faire d'abord une campagne de sensibilisation à l'endroit de ces commerçants détaillants qui occupent donc illégalement les domaines publics routiers, pour d'abord les expliquer les dangers liés donc à l'occupation anarchique des voies qui sont ouvertes à la circulation publique et les dire également que la route n'est pas un endroit propice au commerce. Donc la vocation de la route, c'est pour pouvoir faire de la circulation. Donc nous avons décidé avec la mairie et les services de la police nationale de faire cette mission de sensibilisation qui va s'étaler sur 72 heures. Non seulement à Bamako, mais dans certaines grandes villes du pays. Les populations ont donc 72 heures pour libérer les domaines publics routiers. Passé ce délai, les contrevenants seront sanctionnés par la réglementation en vigueur. En marge de la célébration de la journée de la liberté de la presse, focus ce soir sur l'Observatoire pour la déontologie de la presse, mis en place il y a de cela 20 ans par les acteurs de la presse malienne afin de réguler le secteur face à certains manquements à la profession. Qu'en reste-t-il de l'ODEP aujourd'hui? La question était au centre d'un panel animé à la Maison de la Presse sur la problématique de l'autorégulation de la presse au Mali. Mamadou Fani pour les explications. La problématique de l'autorégulation de la presse au menu de ce panel animé par deux confrères dans le cadre de la semaine de la presse. La liberté de critiquer, d'informer et même d'influencer certaines décisions font partie de l'exercice de la profession de journaliste. Cependant, il y a des obligations et des devoirs auxquels le journaliste est soumis selon les confrères. L'autorégulation, c'est ce qu'on appelle la police interne. Alors, les hommes qui l'animent devaient être des hommes qui sont des acteurs même des médias, qui écrivent et qui cherchent des informations, en même temps qu'ils sont chargés de juger leurs collègues. Ce qu'on appelle les journalistes jugent les journalistes. On a eu à interpeller pas mal de gens qui ont passé au siège et qui se sont expliqués suite à des plaintes. Les différents conférenciers diront également qu'il y a eu des tentatives d'autorégulation des organes de presse à travers la mise en place de l'Observatoire pour la déontologie de la presse, ODEP et d'autres. Mais ces structures se sont heurtées au manque de moyens pour bien jouer leur rôle. Ils estiment, au regard de la multiplication des organes de presse, qu'il est indispensable de redynamiser ces structures. La nécessité d'avoir un organe de régulation opérationnelle s'impose. Je pense qu'il faut aujourd'hui véritablement aller à cela. On a eu une première expérience qui n'a pas marché avec l'esprit d'indépendance incarné par l'ODEP. La deuxième expérience qui faisait du CEDEP une annexe de la maison de la presse n'a pas marché. Que faut-il faire maintenant? Faut-il aller réellement à l'autorégulation? Je pense que les débats devront tourner autour de cette question fondamentale. En tout cas, l'autorégulation va nous permettre d'avoir l'assurance qualité.
Selon le conférencier, l'autorégulation doit prendre en compte l'indépendance de ces organes chargés d'effectuer ce travail, d'où la nécessité de trouver des financements autonomes pour assurer la pérennité de ces structures. Lancement du projet Filles et Éducation Résiliente, en abrégé FIER. C'est un projet de scolarisation des filles adolescentes et femmes dans 3 régions du Mali, porté par le consortium canadien et exécuté par 6 ONG locales. Le projet FIER a une durée de 5 ans pour un budget de 5 milliards de francs CFA. D'autres précisions avec Bemba Sibi. Accroître l'autonomisation de 20 000 filles, adolescentes et femmes qui vivent dans des conditions de vulnérabilité par le pouvoir transformateur de l'éducation, c'est l'objectif visé par le projet Filles et Éducation Résiliente qui vient d'être lancé. Il vise ainsi à accroître l'accès à l'éducation, notamment pour les filles et adolescentes à une éducation ou un apprentissage de niveau fondamental 1 et fondamental 2, améliorer les conditions d'apprentissage et renforcer la participation des filles et des adolescentes dans les processus décisionnels au sein des écoles, des lieux d'apprentissage, dans leur communauté et sur le lieu du travail. Le projet FIER sera exécuté dans 12 communes et 70 écoles des régions de San, Mopti et Tombouctou. Il traduit l'importance accordée à la problématique de la scolarisation des filles au Mali par le Canada. Ce présent projet vient non seulement appuyer les efforts de l'État du Mali en ce sens, mais aussi renforcer le lien de coopération entre le Mali et le Canada. Le projet Filles et Éducation Résiliente FIER est le 6e projet financé par le Canada. Ce nombre important de projets dénote de la qualité de la coopération entre le Mali et le Canada, et une coopération qui vise effectivement à créer un climat de gagnant-gagnant pour notre pays et le Canada. Un partenariat gagnant-gagnant qui se matérialise une fois de plus à travers le projet FIER qui a une durée de 5 ans pour un budget de plus de 5 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la mission d'élaboration du recueil 2023 des attentes, des besoins et des problèmes de nos compatriotes établis à l'extérieur, une délégation du Conseil économique, social et culturel conduite par Mamadou Sanoussi Dafé, vice-président de l'institution, a séjourné dernièrement en Algérie. Le commentaire de Bemba Sibi. Les difficultés d'obtention de la carte de séjour, les problèmes relatifs à la desserte Tamaracet-Bamako, Bamako-Tamaracet, les difficultés de scolarisation des enfants issus de l'immigration et la non-réouverture des frontières terrestres en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le Mali et l'Algérie sont en substance les préoccupations majeures exprimées par les Maliens établis en Algérie à la délégation du Conseil économique, social et culturel. Une délégation qui a séjourné du 27 au 28 avril en Algérie dans le cadre de la mission d'élaboration du recueil 2023 des attentes, des besoins et des problèmes de nos compatriotes établis à l'extérieur. C'est la localité de Tamaracet où réside une forte communauté malienne qui a constitué la première étape de la mission Zone Afrique du Conseil économique, social et culturel. La seconde étape a concerné la capitale Alger le vendredi 28 avril. Les différentes rencontres entre la délégation et la communauté malienne établie en Algérie a permis de relever les difficultés majeures des Maliens vivant dans ce pays. Le chef de la mission, Mamadou Sanoussi Dafé, s'est réjoui de la forte participation de la communauté malienne. Il n'a pas manqué de féliciter et remercier la mission diplomatique du Mali en Algérie pour son accompagnement dans l'organisation des différentes rencontres. La délégation a ensuite mis le cap sur le Maroc pour le même exercice. Pour le rappel, la mission d'élaboration du recueil des attentes, des besoins et des problèmes de nos compatriotes est consacrée par les dispositions de l'article 107 de la Constitution. 119e édition de la Foire de Paris, le Mali est présent. L'événement démarré à Paris le 27 avril prendra fin le 8 mai prochain au Parc des Expositions de Paris. La beauté et la splendeur de la culture malienne scintillent de mille feux, nous dira Djeneba Fifichenta, probablement au cours de ce journal. La forçate civile appuie les ménages affectés par l'attaque du 22 avril 2023, assévarés par la remise de vivres et non-vivres. Le reportage de Boubacar Sankari. Une tonne de riz, autant pour les 1000, un chèque géant de 4 millions de francs CFA, dont 2 pour les blessés admis à l'hôpital Sommet de l'eau et 2 tentes de 30 places chacune, c'est la composition du don de la forçate civile.
dons remis aux victimes de l'attaque du 22 avril 2023 à Sévaré. C'est l'ensemble de la force civile qui a décidé de faire un geste symbolique à l'endroit des victimes du 22 avril, ici à Mopti. Parce que nous estimons que soutenir les actions de la transition, c'est aussi penser à la population malienne, surtout ceux qui sont en difficulté. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'endroit du donateur. Nous remercions la force civile pour son aide. Nous sollicitons d'autres appuis et prions Dieu que ce qui s'est passé ne puisse plus se reproduire. Le directeur régional du développement social et de l'économie solidaire a saisi l'occasion pour faire l'état des lieux près de 2 semaines après l'attaque. Nous sommes aujourd'hui à une identification de près de 200 ménages et lieux de travail endommagés. Les besoins essentiellement, ceux qui sont sous soins médicaux, c'est la prise en charge médicale. Maintenant, les autres, c'est initialement la réparation de leur lieu de travail ou de leur habitat. En marge de cette remise, la délégation de la force civile a présenté ses condoléances aux familles des victimes et rendu visite aux blessés encore admis à l'hôpital Sommet de l'eau de Mopti. Une délégation de l'UNICEF s'est entretenue avec les autorités régionales de Taoudéni. Plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels la situation humanitaire, d'où la disponibilité du chef de la délégation à couvrir la région de Taoudéni dans le cadre de la protection des enfants et aussi dans le cadre de l'accompagnement des autorités pour la restauration de l'État en 9e région. Écoutons Pierre Gomme, représentant de l'UNICEF au Mali. Il est au micro de Cherfi Moulay Haïdar. Je suis venu rendre une visite de courtoisie aux autorités locales de Touadéni parce que nous travaillons ensemble pour répondre aux besoins des enfants, m'assurer que la collaboration est sur les bons rails. Discuter aussi des différents aspects, des réalisations mais aussi des défis. Parce que c'est important de voir tous les aspects de notre collaboration afin d'avancer ensemble. Mais je dois dire que j'ai une très bonne impression du travail qui se fait ici. Malgré le contexte sécuritaire, le travail se fait partout parce que l'UNICEF, nous sommes pour chaque enfant. Nous avons une excellente équipe ici. Excellente parce qu'ils ont une très bonne relation avec les autorités locales. Je vais aussi discuter avec mon équipe. Il y a des besoins de toutes sortes. Nous allons faire le tour d'horizon de tous ces besoins et je vais essayer de voir comment supporter le travail qui se fait ici. L'école de Makono porte désormais le nom de son premier instituteur, Bodé Kamisoko. La cérémonie de baptême a été couplée à la célébration des 60 ans de l'école. Et pour précision, l'école relève du cap de Sebekoro, situé à près de 80 km de Kita, dans la contrée de Birgo. Compte rendu chez Koumar Sangari. L'école fondamentale de Makono est un symbole dans la contrée de Birgo. C'est pourquoi la célébration de son 60e a regroupé tous les villages environnants. La célébration a été mise à profit pour rebaptiser l'école qui porte désormais le nom de son premier enseignant, M. Bodé Kamisoko. Une manière pour les populations de reconnaître les mérites de l'homme. Monsieur Bodé Kamisoko, vous avez été un bon enseignant, bon collaborateur et des élèves et de leurs parents, engagé pour la cause de nous, les élèves et de nos parents. Monsieur Bodé Kamisoko, nous vous serons éternellement reconnaissants. Natif de Tukoto, M. Kamisoko, qui a débuté sa carrière d'enseignant dans cette même école, a reçu une attestation de reconnaissance des mains du directeur de l'académie d'enseignement de Kita. Pour l'enseignant à la retraite, c'est un jour de gloire. En 1958-59, le secteur de Makono a construit une école en banco de 3 classes. Le 15 octobre 1960, j'ai eu l'insigne honneur d'ouvrir la première classe de cette école et d'en être le premier instituteur. Son recrutement était biennal. Ma joie est d'autant plus grande que Dieu le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, m'a permis 63 ans après de me tenir devant vous dans la cour de cette même école
où tout a commencé. De 1960 à nos jours, l'école de Mankono a formé beaucoup de cadres qui ont fait et qui font la fierté de toute la contrée du Burgo et par-delà du Mali tout entier. À présent, du sport, tous les regards étaient braqués ce vendredi vers Rabat au Maroc pour le tirage au sort de la CAN des moins de 23 ans. Le Mali est dans le groupe B avec 2 anciens vainqueurs, l'Égypte et le Gabon, et un néophyte, le Niger. La bataille s'annonce rude pour un billet qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les synthèses du tirage, c'est avec Siragatou Sissé. Héritant du groupe B basé à Tanger, le Mali aura comme adversaire au premier tour l'Égypte, tenante du titre, le Gabon, vainqueur en 2011, et le Niger, première participation. Les Aigles Espoirs du Mali, 3e participation de l'histoire en 4 éditions à la CAN des moins de 23 ans, vont croiser les Pharaons Espoirs d'Égypte. Le bilan du Mali à la CAN de cette catégorie n'est pas reluisant. Les Aigles Espoirs sont éliminés dès les matchs de poule. Pour cette campagne, sous la direction du duo Alou Badara Diallo Kwanti, Abdoulaye Amadou Koulibaly, les ambitions sont grandes. Aujourd'hui, si vous voulez aller très loin, je pense qu'il faut battre toutes les équipes. Et nous avons pour ambition d'aller loin. C'est à nous de nous préparer, d'être prêts, de faire tout quand même pour que nous passions d'abord le deuxième tour. Gagner le premier, le deuxième et ensuite le troisième match. Ensuite, voir le reste de la compétition. Cette CAN des moins de 23 ans est qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024. On va penser aux Jeux Olympiques après, mais aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est vraiment d'essayer de remporter cette coupe qu'on n'a jamais quand même remportée. Le Mali disputera son premier match le 25 juin face au Gabon, avant d'affronter l'Égypte le 28 juin et terminer ce premier tour le 1er juillet contre le Niger. La CAN des moins de 23 ans, Maroc 2023, c'est du 24 juin au 8 juillet à Rabat et Tanger. Les premiers du tournoi représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette édition. Demain, l'actualité internationale sera dominée par le couronnement en Angleterre du roi Charles III. Demain, 13h, retrouvez Awama Kamara à 20h. Je vous retrouverai, j'espère, avec grand plaisir. Nous disons un grand merci à nos téléspectateurs de Benkadi Founia, Kita, Kassaro, Sebekoro et Birgo. Bonsoir à tous.